Tous et bienvenue dans cette cinquième édition de notre webconférence Learning Sphere. Aujourd'hui, ce sont Marie Pratt et Dominique Gros qui vont animer cette heure de webconférence qui fait partie d'un cycle de 7 webconférences. Donc, je leur laisse tout de suite la parole. D'abord, merci de votre présence. Nous sommes la cinquième webconférence de la série de 7. La dernière se situera le 12 novembre. Et nous sommes très contents, bien sûr, de vous accueillir dans cette conférence en ligne. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, nous allons procéder à un certain nombre de vérifications techniques pour éviter des aventures malencontreuses, on pourrait dire. D'abord, la question importante, savoir si vous nous entendez correctement. Si oui, vous ne touchez surtout à rien. Et sinon, nous vous demandons d'utiliser en bas et à droite du menu l'option de questions pour nous signaler tout problème. C'est évident aussi qu'en même temps, vous devez voir notre diaporama. Donc, n'hésitez pas à communiquer tout problème avant de commencer. On va présenter la base de l'hémisphère et Marie va le faire. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter Learning Sphere. Sur la slide suivante, on voit que Learning Sphere, c'est une association de consultants e-learning, une vingtaine environ, avec une particularité ou deux plutôt, c'est qu'ils sont nous sommes spécialistes du digital learning depuis assez longtemps en général, et nous sommes, et c'est ça qui est le plus important, on va dire, indépendants de tout outil ou solution technique. Après, par rapport à vos projets, on peut répondre indépendamment à plusieurs ou tout seul à vos demandes. Alors, l'équipe qui est avec vous aujourd'hui pour cette webconférence, nous sommes assez nombreux, vous le voyez. Alors, c'est pas Jacques qui vous a accueilli, c'est Benoît, mais c'est pas grave, il y a un petit changement par rapport au slide. Anne Ducœur répondra à vos questions techniques si vous en avez, et Benoît Tostin relaie les messages sur Twitter. Après avoir présenté Learning Sphere, on va se présenter nous-mêmes avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour ce qui me concerne, moi je suis Marie Pratt, je suis consultante Digital Learning depuis une quinzaine d'années. J'accompagne des entreprises, en général des grandes, mais de plus en plus de moyennes, et des institutionnels dans la mise en œuvre de stratégies Digital Learning en France et également à l'international. Ça fait une quinzaine d'années aussi que je travaille à l'international. Voilà, je repasse la parole à Dominique qui va se présenter à son tour. Oui, en ce qui me concerne, je travaille aussi depuis 15 ans dans ce domaine-là. Mon secteur est plutôt des organismes de formation. J'accompagne sur le développement des dispositifs, la scénarisation et la conception et aussi la production de contenu. Et j'ai un volet important de mon activité qui concerne la formation des concepteurs. On va essayer de commencer, j'entends un petit bruit là. Je pense que c'est pas très grave. On va donc commencer. On t'entend bien Dominique, tu peux commencer. On va commencer donc cette webconférence qui est important de dire, n'est pas une formation. L'objectif de cette conférence, en une heure, c'est relativement court, vous donner des éléments de compréhension de ce que c'est qu'un module immersif, permettre de faire la différence entre ce type de module et les autres qui sont plus classiques en matière de modules e-learning, et ensuite échanger autour de nos expériences et les projets sur lesquels Marie et moi sommes impliqués. Quelle que soit votre position, vos responsabilités, cette conférence peut vous intéresser si vous êtes impliqué dans le développement de nouveaux dispositifs et de nouveaux contenus. Et en particulier, si vous souhaitez
impliquer davantage l'apprenant, travailler sur des situations et s'approcher davantage de situations. Dominique, je vais t'interrompre quelques secondes parce qu'il y a un organisateur qui a dû laisser son micro allumé. Oui, Et ça nous dérange un petit peu, là on entend des voix d'enfants. Donc pour les personnes qui ont... Alors vous auditeurs, vous n'êtes pas concernés parce que vos micros sont bloqués automatiquement. Mais c'est sans doute un des organisateurs, donc merci d'éteindre le micro. Voilà. Vas-y Dominique. Merci Anne. Donc la présentation est en 3 temps. La première place, la première position, on va essayer de définir ce que c'est que l'immersion, et en particulier d'illustrer à travers un certain nombre d'exemples de projets en particulier que j'ai développés. Ensuite, on va vous donner les clés de développement d'un projet immersif en matière de méthodologie, de ressources, de points stratégiques. Et enfin, on va terminer sur les tendances aujourd'hui que l'on mesure en matière de... Alors, quel est le... Je vais passer la parole à Anne-Marie, pardon. Merci Dominique. Commençons par... Quelle est la place et le rôle de l'immersion dans les parcours de formation pour remettre tout ça en contexte? Alors, on va d'abord parler de contenu médiatisé en e-formation, et là, on est sur un triptyque qui est immuable depuis le début des projets e-learning en réalité. Ce triptyque, on le voit sur la slide suivante, Dominique. Dans tout dispositif d'apprentissage en ligne, on va retrouver 3 familles d'éléments. D'abord, les contenus pédagogiques proprement dits, qui sont autant de ressources pour l'apprentissage en autonomie. Deuxième famille d'éléments, on va trouver les tâches pédagogiques qui sont proposées à l'apprenant en mode individuel ou collectif. C'est en quelque sorte ici la feuille de route de l'apprenant. Troisième famille d'éléments, c'est tout aussi important, c'est l'accompagnement, le tutorat qui est proposé sur le parcours, qui peut être proposé en mode synchrone ou asynchrone. Alors, ceci dit, le contenu et surtout la qualité de ce contenu va constituer un élément stratégique du parcours et va déterminer en grande partie le succès du projet. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'un contenu médiatisé et comment apprend-on? C'est la grande question. On va regarder un petit peu ça de plus près sur la slide suivante. Nous avons détaillé tous les modes d'apprentissage en fait. On apprend en lisant et en observant des textes, des images, des animations. On apprend en écoutant des consignes, des témoignages, des résumés, en interagissant à travers des exercices qui peuvent être en 2D, en 3D, sous forme de jeu ou même de simulation, on verra. Et on apprend en s'évaluant à l'aide des feedbacks évolués. Le contenu médiatisé nous permet d'économiser du temps en formation présentielle, temps qu'on va investir ensuite dans l'accompagnement tutoral et le travail en groupe. Alors, qu'est-ce qu'un module immersif, Dominique? L'immersif est illustré par l'image de la plongée. Ça permet simplement, de manière médiatisée, d'être en situation d'apprentissage à travers un jeu de rôle qui va permettre d'associer différents médias et surtout de comprendre ce qu'on doit faire en situation au plus proche. Et là, on va essayer de vous montrer quelques exemples après. Mais d'abord, essayons d'aller un petit peu plus loin dans les éléments de définition. L'élément important, c'est la situation vécue. Cette situation vécue est un jeu de rôle, ça s'effectue en mode d'apprentissage, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de jouer, si je puis dire, mais d'avoir des feedbacks, des exercices qui permettent de comprendre la situation et d'apprendre à partir de la situation. C'est une histoire scénarisée, elle combine différents médias, on va le voir, des bandes dessinées, des vidéos, des dispositifs en réalité augmentée, en 2 ou 3 dimensions. L'objectif, c'est de permettre effectivement que l'apprenant soit en situation et apprenne en situation. Donc on va voir un exemple introductif, en espérant
que j'ai la main sur l'exemple. Ah, c'est bon, on le voit. Très bien. Donc il s'agit en fait d'un module de remédiation destiné à la psychiatrie qui permet, c'est un jeu de rôle, donc le patient est en situation d'être en pharmacie pour se procurer un médicament. Il va faire l'objet d'un refus. On voit d'abord qu'il y a une bande dessinée introductive qui permet d'aller très rapidement dans le contexte et d'avoir quelques éléments clés. Donc je vais avancer assez vite la bande dessinée pour gagner un petit peu de temps. Et à la fin, le dispositif m'invite à cliquer sur le personnage pour lancer une vidéo. Je vous épargne la vidéo pour éviter de l'entendre. Et ensuite, de choisir mon analyse et de déterminer si je suis vrai ou si je suis faux. Bon, c'est un exemple qui permet, je repasse bien le diaporama. Là, on le voit pas. Pas encore. Il y a un petit décalage. Un petit décalage, vous le voyez là? Pas encore. Là, c'est bon. Décalage, je suis désolé du temps de décalage. C'est un module de remédiation, on le voit, où l'objectif est d'être en situation, c'est un jeu de rôle, en situation avec un traitement pédagogique de ce que j'ai fait dans cette situation. Donc nous allons parler maintenant des fondements théoriques. Alors, les fondements pédagogiques, effectivement, comme application du cognitivisme, on va voir le détail sur la slide suivante. Quel est le rôle de l'apprenant et quel est le rôle du formateur? L'apprenant construit ses connaissances en situation en fonction de son expérience et de la situation réelle ou d'une situation analogue qu'il vit habituellement. L'apprenant est actif, il traite les informations en temps réel selon un processus de travail réflexif. L'apprenant, troisièmement, apprend par la réflexion et par ses actions et ses décisions, et il apprend également à travers les erreurs qu'il commet. Quant au formateur, lui, il est dans une position de guide et d'éclaireur, plutôt que de diffuseur de savoir. On va entrer un peu plus loin dans le sujet sur la slide suivante, en comparant en fait l'approche déductive et l'approche inductive. Quand on parle de module immersif, on est dans une approche inductive qui s'oppose, dans le schéma que vous voyez à l'écran, à une approche déductive. Dans une approche inductive, la mise en situation prend le premier rôle dans un objectif pédagogique d'acquisition de savoir et de savoir-faire. On part du réel pour arriver au concept et on implique l'apprenant dans ce parcours. L'apprenant va faire pour acquérir ses connaissances. Alors, quelle efficacité par rapport à cette formation par immersion, Dominique? La question de l'efficacité est centrale puisqu'on voit très bien que le développement de... Je vous interromps une petite seconde, Dominique. Le public trouve que ton son est coupé de temps en temps, donc fais bien attention à bien parler devant le micro et comme on s'en était rendu compte, de ne pas parler au moment des animations, de prendre le temps de présenter et de parler. Je pense que ça devrait résoudre les problèmes qui sont signalés par quelques personnes. Merci. Je ne parlerai pas pendant les animations. Donc la question qui est posée ici, c'est l'efficacité. Pourquoi investir davantage sur un module immersif? Quelle est l'efficacité qu'on en recherche? Et comment donc va-t-on mesurer l'efficacité pédagogique de l'immersion? Il y a une représentation relativement synthétique qui est la synthèse d'un certain nombre de recherches qui ont été faites à la matière depuis une dizaine d'années. D'abord, la qualité pédagogique, c'est quoi? Quel que soit mon profil, si je suis kinesthésique, si je suis auditif, je dois apprendre ce que je lis, ce que j'écoute, etc. Et le critère fondamental de tout ça, c'est l'interactivité de la ressource.
l'interactivité qui met l'apprenant en situation d'action. Plus il fait, plus l'efficacité est importante. Plus il est impliqué, plus il est motivé. Plus il est motivé, moins il décroche, à condition bien sûr que le module soit un module de soutien. Il ne s'agit pas simplement de le faire jouer, il s'agit de l'aider quand il fait des erreurs et de l'encourager à poursuivre et de lui formuler également ce qu'il vient d'apprendre en situation. Si on compare très rapidement les types de modules, on s'aperçoit, bon, c'est une classification relativement classique. On a des tests de positionnement, c'est les premiers niveaux de modules. En général, ils sont générés par des plateformes de type LMS, mais on peut les générer avec des outils auteurs. On a des modules de formation classiques, interactifs, avec une alternance d'acquisition et d'exercice, et on a de l'immersif, qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui et de notre présentation. La grande différence entre tout ça, c'est que plus on est en immersif, et ce n'est pas une surprise, plus le niveau de scénarisation augmente, c'est-à-dire qu'on est en phase d'écrire et de mettre en situation un apprenant qui est un jeu de rôle, qui est un rôle à tenir, et bien sûr la médiatisation est plus importante, puisqu'on va être obligé d'utiliser, on a vu rapidement tout à l'heure, des éléments médiatisés plus riches. Donc on va essayer d'illustrer avec quelques exemples pour montrer ce que l'on fait aujourd'hui en matière de ressources dites immersives, différents types de ressources, des plus simples aux plus complexes. L'exemple 2 est un exemple qui est tiré d'une formation destinée à des entrepreneurs, des responsables de TPE, de PME, des managers donc en situation. Donc l'idée, c'est de traiter des études de cas. Étude de cas qui est très facile d'obtenir puisqu'il suffit d'interroger des experts métiers, de récupérer les ressources et d'imaginer des situations permettant de faire jouer l'apprenant. Là, par exemple, je suis en étude d'une situation de stress. L'apprenant va, d'une part, lire le rapport d'expertise et d'autre part, écouter ce que dit la personne qui est victime de stress pour étudier l'adéquation, par exemple, entre ce qui est écrit et ce qu'il entend. Ensuite, on associe ce type de ressources à des exercices très classiques pour lui permettre d'analyser les causes, les conséquences, bâtir un plan d'action. Et là, par exemple, sur l'écran que vous avez, vous voyez qu'on a un exercice d'association des causes et de séparation entre ce qui est lié au quotidien et ce qui est lié au professionnel. L'autre exemple de simulation, on insiste sur le fait que tous les logiciels auteurs ne le permettent pas, d'intégrer des fenêtres de lancement d'applications informatiques externes, feuilles de calcul par exemple ici, ou des logiciels de gestion qui permettent de simuler un traitement. Et là, je vais jouer avec la feuille de calcul pour travailler sur des objectifs des critères de prix, pour ensuite analyser mes résultats, soit en termes de valeur, soit en termes de fourchette, soit en termes de formulation, proposition vraie ou fausse, par exemple. L'exemple 3, il faut que je repasse sur le navigateur. Vous me dites si vous le... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous le voyez. On le voit. L'exemple 3 est un exemple un peu plus élaboré, dit de réalité augmentée, en 2 dimensions. L'objectif, tout simplement, on le voit, c'est de me mettre en situation de réparer une panne électrique. Ce module concerne, cet extrait de module concerne une formation en dépannage électrique à travers une série de photos, une photo d'exploration en situation.
je vais repasser en diaporama. Donc, j'espère que vous le voyez. C'est évident. Merci de me dire si vous le voyez. Là, on le voit. Voilà. Donc, pour faire ce type de module, il faut raconter une histoire. La scénarisation est un peu plus complexe. Il faut pouvoir faire des arborescences et il faut avoir de la matière, en particulier des photos. L'autre exemple, un exemple de réalité augmentée en 3 dimensions. Vous me dites si vous le voyez. Non. Là, on le voit. Merci. Ça concerne une formation métier d'art de joaillier. L'application 3D qui est intégrée permet de jouer avec un diamant en montage, de changer les composants, de l'observer en termes de combinaison d'éléments en finition pierre. Bon, on voit que l'important c'est d'être dans une situation la plus proche de la réalité, en texture, en brillance. Donc ça, effectivement, là, on est en simulation, en réalité. J'espère que je suis revenu au diaporama. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. On est patient. C'est plus facile en présentiel, c'est sûr. En présentiel, on a moins de problèmes. Voilà. Merci. Pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est clair. Donc là, c'est des éléments en 3D. Aujourd'hui, il existe des scans 3D, par exemple, qui permettent de laisser la production de ce type de ressources. Ça concerne un objet à monter et démonter, ou un espace géographique ou physique. Donc voilà quelques illustrations qui montrent qu'est-ce qu'on peut intégrer et scénariser dans un module immersif. Et là, on va essayer d'attaquer les éléments de développement de projet et je passe la parole à Marie. Alors effectivement, on passe à la partie suivante. On va commencer par voir sur le slide suivant quelles sont les applications de l'immersion, à quoi ça sert, avec quelques éléments. Elle peut être, cette formation immersive, par exemple, utilisée dans les applications suivantes. Elle peut servir à évaluer les savoir-faire et les savoir-être en situation de temps réel, dans le cadre, par exemple, d'un entretien d'évaluation, d'orientation ou de recrutement. Elle peut être utilisée en application professionnelle pour permettre la compréhension de points clés en situation, selon des processus techniques ou des processus de décision. Les savoirs fondamentaux sont illustrés et mis en évidence grâce à une série d'exercices qui permettent leur utilisation dans des cas concrets. Et il s'agit ici de motiver l'apprenant en l'impliquant et en le rassurant aussi, en l'impliquant en situation réelle. Troisièmement, on peut s'en servir pour positionner les besoins dans le cadre d'un dispositif de formation individualisé. On va ici mesurer, à partir d'un tracking évaluatif, les besoins de formation en amont de formation hybride, présentielle ou distancielle. On cherchera alors à répondre à la question qui possède telle compétence avant de démarrer la formation. Donc voilà pour quelques applications. Ensuite, si on parle on va vous donner quelques éléments par rapport aux conditions de réussite de ces projets. Il y en a 3 essentiellement. Point clé numéro 1, c'est la scénarisation et la qualité de la scénarisation. Un module immersif repose sur une histoire à scénariser, Dominique l'a dit. Cette scénarisation est un travail d'auteur qui est basé sur l'expérience, sur les cas rencontrés. Et ce travail d'auteur se réalise en cascade. D'abord, on va travailler sur le module référent, quel est le problème, l'exploration, puis le pas à pas. Ensuite, on va travailler sur le script des ressources associées, BD, bande son, vidéo, animation, positionnement des personnages, etc. Les compétences requises pour cette scénarisation, c'est celle d'un scénariste e-learning et multimédia. Le deuxième point clé se situe dans la rigueur de l'analyse. On l'a vu ici, il faut mettre en situation les compétences et les savoirs clés. Une situation doit être véritablement caractéristique des savoir-faire ou des savoir-être
que l'on veut mettre en situation et évaluer. Et là, on a particulièrement besoin pour cette phase-là d'un référent métier. Troisièmement, la qualité des ressources. On a déjà parlé de ça au début de la présentation. La qualité et la richesse des ressources en amont est essentielle. Alors les ressources, ça va être des études de cas, des bibliothèques d'images, des interviews, des rapports d'évaluation, des vidéos, on peut trouver de tout. Et ici, les compétences requises sont celles des formateurs, donc de l'ingénierie pédagogique ou des managers, également des graphistes. Donc les projets Digital Learning étant forcément multi-compétences. Quel est le processus de développement? On va voir ça dans le slide suivant. Alors là, bien sûr, on a résumé ce processus pour vous donner les éléments clés, mais on n'a pas le temps d'entrer forcément dans les détails. Premièrement, on va travailler sur le script général, c'est-à-dire on va définir l'orientation et l'objectif général par rapport au métier, par rapport aux compétences à acquérir. On va ensuite définir les objectifs opérationnels qualifiés. Il faudra à la fin du module savoir réaliser le point X, etc. On va gérer les prérequis, on va construire l'arborescence générale et on va également collecter les ressources brutes disponibles et les faire valider, les valider. Deuxième étape, on va travailler sur les scripts détaillés. Alors ici, il va s'agir de concevoir le module central, le séquencement et le descriptif page par page, et on va associer les ressources ad hoc, qu'elles soient BD, vidéo, quel que soit le format. Et ensuite vient la troisième étape, l'étape de maquettage, où on va véritablement organiser le parcours, le module, page par page, écran par écran. On va gérer les points d'interaction et également les feedbacks. Voilà pour ces éléments de développement d'un projet immersif. Ce qu'on va voir ensuite, c'est un petit peu les tendances par rapport à la demande de formation. Moi, je vais vous parler d'un projet particulier qui traite de la formation par la simulation. Ce projet qui s'appelle Simaphore, que je vais vous présenter rapidement, mais dont vous retrouvez les infos en ligne. Sur ce projet collaboratif, on est une centaine de personnes dans ce projet. On est parti d'un constat, et ce constat est le suivant, c'est-à-dire que les entreprises, alors pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt des grandes entreprises, publiques et privées, développent les formations par simulation. Donc la demande est croissante, par contre les formateurs à ce type de formation se forment sur le tas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière dédiée de formation. Et c'est un enjeu important parce que les outils de simulation sont des investissements assez lourds. Donc les entreprises ou les comptes publics ne peuvent pas se permettre de rater ces formations, donc elles souhaitent de plus en plus que leurs formateurs soient formés à la formation par simulation. Ça a été l'objet de ce groupe de travail sur la formation par la simulation. Si on peut passer au slide suivant, Dominique, s'il te plaît. Simaphore, c'est trois projets structurants. Alors, trois projets structurants que je vais vous présenter ici. Qui sont les acteurs de ce groupe de travail. Ça a été initié par un professionnel de la formation par simulation qui est un militaire et qui a réussi à réunir autour de lui une centaine de personnes parmi lesquelles on va trouver d'autres militaires, des industriels, des universitaires, des étudiants, des startups, des formateurs, des pros du digital learning, de la simulation ou du serious game. Et tous ces gens-là se partagent en fait en trois groupes de travail que je vais vous détailler ensuite. Mais avant ça, ce que je voulais vous dire, on a démarré ce groupe de travail en juillet 2014. On est aujourd'hui une soixantaine de membres actifs. Il y a 20 auteurs pour l'ouvrage, je vais vous en parler après. Et il y a un site web que vous retrouvez ici, donc vous aurez toutes les infos. C'est pas un groupe fermé, c'est un groupe qui reste ouvert, même s'il a démarré il y a un an déjà. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est l'étude des thématiques liées à l'apprentissage par la simulation, avec véritablement trois axes de travail, l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalité et le mode collaboratif. Et c'est ça véritablement qui fait la richesse de ces projets et de ces groupes de travail. Alors, quels sont ces fameux projets structurants? Sur la slide suivante, on va le voir. D'abord, il y a un ouvrage collectif
il y a une vingtaine d'auteurs, une quinzaine de chapitres. Cet ouvrage collectif est quasiment, l'écriture est quasiment terminée, on en est à la relecture. Il y a deuxièmement une filière de formation qui a été conçue, créée et testée actuellement à l'UBO, à l'université Bretagne-Ouest. Elle est testée pour l'instant sous forme optionnelle, mais vraisemblablement l'année prochaine ce sera intégré dans un parcours. Et il y a le troisième projet structurant qui est un MOOC et dont je m'occupe plus particulièrement, et ce MOOC qui est destiné à parler de la formation par simulation, mais également destiné à former les formateurs ou à donner des ressources aux formateurs qui travaillent dans ce secteur-là, se fait en parallèle à la fois de l'ouvrage et de la filière de formation. Voilà un petit peu, je tenais à vous parler, à vous présenter ce projet, parce que je pense que c'est une vraie tendance, et entre formation immersive et formation par la simulation, la frontière peut être floue. Le point commun, je pense, c'est que l'apprenant est en situation, qu'il soit dans un outil de simulation ou qu'il soit dans un module immersif. Voilà, je vais repasser la parole à Dominique pour le sondage. Voilà, donc on va faire un sondage assez rapide. Voilà, en trois questions qui me paraissent fondamentales. La première question concerne effectivement, du coup moi je le vois plus. Êtes-vous convaincu des apports de l'approche immersive? Alors pas du tout, partiellement ou totalement. Alors ce serait bien, on donne 15 secondes pour répondre à la question. Voilà. Deuxième. Êtes-vous convaincu? Alors les résultats sont assez partagés. Ah non, totalement pour 68%, partiellement pour 29% et pas du tout pour 3%. Alors ce serait intéressant de connaître les raisons des réponses. Alors je vais essayer de trouver la deuxième. Je ne suis pas très familier de ce type d'outil. C'est que je ferme, je crois. Oui, il me semble. J'imagine. Voilà. Deuxième question, je la lance, mais je n'ai pas le texte. Alors, deuxième question, pensez-vous disposer des moyens pour développer ce type de projet? Actuellement non, à court terme oui, à long terme oui, et actuellement oui. Pareil, une réponse rapide. Donc, je vous laisse réfléchir, ça monte, le suspense est total, et je ferme. Alors actuellement, les résultats là sont majoritairement actuellement non. À long terme, oui, c'est-à-dire qu'on commence à y penser. À court terme, oui pour 9% et actuellement oui pour 6%. Donc il y en a qu'un tout près de ce type de projet, on va dire, et les autres un peu plus loin. À toi, Dominique. Voilà, dernière question. Voilà, je le lance. Ce type de projet est-il d'actualité pour vous? Non, pas du tout. Non à court terme, oui à moyen terme, oui actuellement. Pareil, une réponse rapide, merci. Je laisse un petit peu passer, une vingtaine de minutes. Secondes, pardon. Oui, 2 minutes. C'est un petit peu tard. Voilà, je vais le fermer. Et je vais partager les résultats. Alors là, on voit les résultats. La réponse majoritaire, c'est oui à moyen terme pour 50% des répondants. Non à court terme pour 28%, non pas du tout pour 6%, et oui actuellement, ce type de projet est d'actualité pour 16% des répondants. Très bien, merci d'avoir participé. C'est assez instructif, je pense, même si ce n'est qu'un sondage. On en parlera un peu plus tard. Là, bien sûr, merci de fermer le son. Ouais, ferme. Voilà. Donc, phase importante, c'est la phase de réponse à vos questions, puisqu'on est là pour ça, pour essayer de répondre
même s'il ne reste pas énormément de temps à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser la zone de questions, de chat questions pour cela. Juste un mot pour vous dire que la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui sera en ligne rapidement sur le site Learningsphere. Voilà, à vous. Voilà, alors par rapport aux questions qui ont été posées, donc effectivement, il y a eu des problèmes de son pour Dominique, on l'a précisé à plusieurs reprises. Donc le fait que la conférence soit enregistrée, si besoin, on la réenregistrera pour que le son soit correct sur notre enregistrement. Voilà, donc il y aura peut-être du coup des questions qui seront en différé, sans doute que le problème de son a quand même monopolisé pas mal les questions. Voilà, il y a quand même eu des questions intéressantes. Il y a une première question de Valérie Caraguel qui était a-t-on des références, des études qui ont montré l'efficacité pédagogique de l'immersion? Donc vous avez, il est moins 25, donc on a le temps quand même d'approfondir les questions qui sont posées. Qui répond à cette question? Des études, des références qui montrent l'efficacité pédagogique de l'immersion? Je cherche. Moi, j'en connais pas d'études. Je n'en trouve pas non plus. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est la relation entre l'interactivité, l'action de l'apprenant et la qualité de l'apprentissage. Ça, on a mesuré ça depuis des années. Et il est évident que la meilleure interaction possible, c'est mettre l'apprenant en situation. On revient à des bases fondamentales de ce qu'on a pu mesurer dans le fonctionnement des dispositifs à distance depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a eu beaucoup d'études à ce sujet. C'est la seule réponse que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Marie, pas d'éléments complémentaires à donner sur ça? Non, parce que je n'ai pas en tête des études particulières. J'aurais fait enfin, je suis d'accord avec Dominique sur la réponse. Il y en a peut-être des études éventuellement anglophones, mais sincèrement, je sais pas. Ceci dit, on peut chercher et répondre plus tard si c'est vraiment la demande. D'accord. Alors, autre sujet qui intéresse, là on a plusieurs questions sur ce sujet-là, ce sont les outils. Quels outils utiliser, quel type d'outils auteur préconisez-vous? Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous approfondir un petit peu le sujet des outils, s'il vous plaît? Vas-y Marie, vas-y. Alors, le sujet des outils, on n'est pas vraiment là pour préconiser tel ou tel outil. Pour ce qui me concerne, moi j'en utilise plusieurs. Ceci dit, il faut que l'outil auteur, en l'occurrence, soit suffisamment évolué, on va dire, pour permettre à la fois des scénarisations, l'utilisation de plusieurs formats, les interactions, et puis les évaluations avec feedback enrichi. Mais je donnerai pas un nom d'outil, c'est pas notre rôle en fait. Non, mais voilà. Peut-être sans donner forcément de nom d'outils, est-ce qu'il y a une grande palette d'outils? Est-ce qu'on peut utiliser des outils qui sont courants ou spécialisés? Voilà, peut-être. Moi, je vais compléter. Il y a un investissement en coût important à faire. D'accord. Il y a un investissement. Oui. Il y a un investissement en matière d'outils. Il y a deux aspects très importants. C'est la capacité qu'a l'outil de créer des arborescences conditionnelles. Et tous les outils n'offrent pas ce type de fonction. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans la simulation. Donc, en fonction du chemin d'exploration de l'apprenant, le résultat ne va pas être le même. Donc, on doit avoir un outil qui permet de créer ce type d'arborescence. Deuxième élément, c'est bien sûr l'ergonomie. Puisque plus on utilise des ressources médiatisées, plus on crée de l'interaction, plus ça doit être facile d'utilisation. Les ressources d'interaction doivent être variées, ça peut être du glisser-déposer, du survol, et puis tout ce qui est génération de médias. On parlait tout à l'heure de bandes dessinées, tous les auteurs ne permettent pas de créer des bandes dessinées par exemple. Et la bande dessinée est une façon assez facile de créer des contextes de situation sans recourir à des travaux de médiatisation importants. Donc en fait, je donne trois critères qui moi me paraissent importants, qui font qu'effectivement la sélection des outils auteurs capables de les produire
va diminuer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 4-5 outils auteurs, je donne un ordre d'idée, capables de remplir des fonctions évoluées. Voilà. D'accord, donc il y a une question, est-ce que vous y répondez quand même? Par exemple, quelqu'un demande, Martine Blotin demande, est-ce que Storyline est adapté, par exemple, à faire des modules immersifs? Dominique. Je ne connais pas trop Storyline. Je pense qu'il est adapté, mais il y a quelques fonctions, à mon avis, qu'il faut vérifier. Je ne prendrai pas le risque. Non, mais de répondre à la question. Il fait partie des 4 ou 5 outils auteurs, on va dire, qui permettent de créer des modules évolués. Après, il faut vérifier véritablement au cas par cas, outil par outil. Voilà, quand même. On a quand même une réponse. Merci beaucoup, Marie. Autre question sur le coût. Le coût, voilà, c'est vrai que ça n'a pas été abordé dans votre présentation. Quel investissement financier pour scénariser un module de formation? Est-ce qu'on peut aborder un petit peu ce sujet du coût? Alors moi j'ai une réponse à faire, c'est une réponse comparative. On prend un module e-learning classique qui associe des séquences d'acquisition et des séquences d'évaluation. Les deux choses qui sont fondamentalement différentes, c'est la scénarisation, le temps passé à scénariser, qui fait que cette phase de travail peut être multipliée par 2, par 3, voire par 4 par rapport à un module e-learning traditionnel. Ensuite, la phase de médiatisation, et là on a vu dans les illustrations, enfin, j'espère qu'elles sont claires à ce sujet, que ça dépend de ce qu'on fait. Si on médiatise une étude de cas avec un petit peu de son, du texte et quelques éléments de bande dessinée, en termes de médiatisation, ça sera effectivement un travail plus important. On aura peut-être doublé, on va dire, la charge de médiatisation. Ça n'a rien à voir avec le développement d'outils de réalité en 3 dimensions, par exemple, interactive, qui fait appel à des prestataires professionnels spécialisés. Donc là, effectivement, on est dans des coûts de médiatisation beaucoup plus élevés, qui va multiplier la charge de médiatisation, de production, par 5, voire par 10, surtout si on est dans des démarches de jeu. Tout dépend, en fait, de ce que l'on vise et des médias qu'on va utiliser. Bien, très bien. Merci Dominique pour ces réponses. Alors, on a donc abordé le coût, abordé les outils. Il y a une autre question qui émerge derrière tout ça aussi, c'est les compétences des formateurs, voilà, pour utiliser ces outils. Comment vous abordez la chose? Les outils auteurs, tu veux dire? Il y a une question sur, voilà, je vais vous lire, je travaille dans la commande de projet de formation, même si on essaie d'impulser ce mode d'apprentissage, on est bien confronté à des compétences et des outils. Voilà, donc on a, je crois, voilà, vous avez évoqué sur les types d'outils qui peuvent être utilisés, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu des compétences que ça demande aux formateurs, aux producteurs? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une équipe de production structurée avec des compétences spécifiques? Voilà, je pense qu'on peut peut-être... Alors les compétences, je vais proposer une réponse que Dominique complétera certainement. Les compétences pour les formateurs que ce type de formation intéresse sont, à mon avis, c'est de l'ingénierie pédagogique qu'on fait. C'est aussi un gros travail de scénarisation, donc il faut des compétences et peut-être l'habitude de scénariser ou le goût pour la scénarisation. Et ensuite savoir utiliser l'outil. Les outils auteurs dont on parle là demandent pas forcément un temps d'appropriation énorme, hein. Avec quelques jours de formation sur tel ou tel outil, le formateur peut s'en tirer ou au moins commencer. Les compétences essentielles sont celles de l'ingénierie de formation, tout simplement. Il faut alterner les méthodes pédagogiques, les modalités pédagogiques, etc. Et peut-être repartir des bases pédagogiques pour arriver à scénariser au mieux. Voilà, je passe Dominique si tu veux compléter. Oui, donc je pense qu'il y a une différence importante entre la scénarisation qui peut reposer sur des experts métiers, des formateurs qui ont ces compétences-là, et la production.
qui peut faire appel à d'autres compétences. Donc c'est pas forcément le même. Ça c'est la première remarque. Ensuite, effectivement, la scénarisation, ça s'apprend. Formation à la scénarisation, surtout sur des problématiques métiers, ça peut durer, si on ajoute une étude de cas en situation, ça peut durer, on va dire, 2 à 3 jours. Et imaginez aussi, c'est ce que je propose moi dans mes modules de formation, de faire un accompagnement sur une étude de cas à distance, d'ailleurs, d'un premier essai de scénarisation. Après, l'outil auteur, c'est tout à fait différent. Effectivement, en 2-3 jours, on peut maîtriser les fondements d'un outil auteur. C'est comme le piano, plus on en fait, mieux, plus on est compétent. Donc, 2-3 jours ne suffiront pas, peut-être, au départ. Pour démarrer, quoi. Si c'est juste pour acquérir les bases, en général, 2-3 jours, 4 jours, ça suffit. Voilà. Bien, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions là qui se posent maintenant. Il y a pas mal de questions sur les coûts. Je pense que ce serait peut-être bien que, suite à cette conférence, voilà, ce sujet soit peut-être creusé dans un article ou dans un document qu'on retrouverait sur LearningSphere, hein, suite à avec la vidéo. Voilà, parce que je crois qu'il y a quand même là un sujet qui intéresse, auquel on ne peut pas répondre comme ça tout de suite. Il y a 2 autres questions qui me paraissent importantes. Alors, il est moins 10, donc on a encore le temps. On a jusqu'à 14 heures. C'est ça, c'était 1 heure notre conférence. Oui, il y a deux questions là qui ressortent. C'est par rapport à ce que tu as présenté tout à l'heure, Marie. Il y a des questions sur le MOOC. Quand est-ce que ça va commencer? Ça nous intéresse. La formation à Rennes 2. C'est quand, c'est où, c'est quoi? Voilà, il y a des questions autour du projet que tu as présenté. Et puis, une autre question intéressante sur est-ce que ce dispositif, ces modules immersifs ont-ils été testés auprès du public en situation d'illettrisme et est-ce qu'il y a des résultats qui sont mesurés? Voilà, donc je vous laisse vous partager les réponses entre ces 2 questions. Alors moi je vais répondre sur le MOOC, ces groupes de travail là, ces 3 projets, on a commencé à travailler dessus il y a 1 an. On prévoit nous ce MOOC sera hébergé sur Fun, très vraisemblablement, on est en discussion avec eux et je pense qu'il va démarrer en septembre 2016. Septembre-octobre 2016. Quant au module formation-simulation à l'UBO, il est en cours de test sur des Master 1, mais ça c'est pareil, je vous donnerai précisément si vous voulez, j'ai pas en tête l'intitulé du Master. Et puis il sera vraisemblablement ce module présent l'année prochaine, plus sous forme d'option. Ensuite, la formation immersion pour l'illettrisme, j'ai envie de laisser la parole à Dominique parce que j'ai pas vraiment de réponse. Voilà. Alors, la réponse est oui. Il existe un collectif, le CM2A, dans lequel il y a des éditeurs, en particulier, mais c'est pas le seul, Dahlia. Oui, effectivement, ce collectif met à disposition des modules immersifs pour apprendre à mettre en situation le français sur des cas très précis et qui sont, je crois, pas mal scénarisés et la médiatisation est intéressante puisqu'on est avec des personnages en situation très bien représentés et très, très rapides et très, très efficaces. Donc oui, la réponse est oui. Alors juste pour compléter, parce que j'ai trouvé l'info, le diplôme à l'UBO, c'est le master formation de formateur d'adultes et c'est le diplôme d'université du CESIM. D'accord, merci Marie pour cette précision. Nous avons perdu Dominique, non? Nous avons toujours Dominique? Non. Oui, voilà, pardon, je ne te voyais plus. Alors, parce qu'il y a une question qui, je pense, s'adresse à toi, Dominique, tout à l'heure. Il y a quelqu'un, Véronique, qui a été étonnée parce que je crois que c'est toi qui as parlé d'erreur quand tu présentais tes exemples. Alors, la place de l'erreur, voilà, je crois que ça a été sans doute tu t'es mal exprimé, sans doute elle n'a pas bien compris parce qu'elle a trouvé que c'était antipédagogique, le fait que tu parles d'erreur. Est-ce que tu peux reparler de l'erreur
en formation et particulièrement dans ces moments de formation immersif, s'il te plaît. Alors effectivement, l'erreur est fondamentale en ce sens que dans une situation, forcément, on va à un moment donné faire le mauvais choix. Mais il faut que ce mauvais choix ne soit pas bloquant. Au contraire, fournisse des éléments d'un feedback pour corriger la proposition et en faire une autre. Et on dit souvent qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, à condition, bien sûr, que la scénarisation prévoit de renseigner et d'aider l'apprenant quand il se trompe, pour le pousser à réussir ce qu'on lui demande de faire. Donc l'erreur est fondamentale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être bloquante, elle doit être stimulante et aidante pour arriver au bout, au succès des opérations. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais l'erreur fait partie de la simulation, forcément, puisqu'on est en situation. Bien, merci Dominique. Écoutez, là, par rapport à toutes les questions qui étaient posées, je crois qu'on a fait le tour. On a, voilà, c'est intéressant, c'est riche. Évidemment, on pourrait passer encore beaucoup de temps là-dessus. Je crois qu'il y aura en réponse peut-être plus détaillée à certaines questions. Donc, comme je disais tout à l'heure, des rédactions d'articles, hein, ça donne des idées de rédaction d'articles sur Learning Sphere. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ensuite, avant de nous quitter, on présentera, n'oubliera pas de présenter le sujet de la conférence de la semaine prochaine, qui sera animée par Benoît. Je ne sais pas si Benoît est encore avec nous, puisqu'il pourra peut-être même présenter le sujet de sa prochaine conférence. Donc je vous laisse, conclure sur la vôtre. D'accord. Juste un mot pour dire que vous avez nos coordonnées dans la slide qui s'affiche à l'écran. Juste pour vous remercier tous de votre participation. Moi, je reste à votre disposition sur le projet Simaphore, notamment s'il vous intéresse, et sur d'autres sujets si vous voulez. Toi, Dominique. Oui, également, donc les coordonnées sont visibles. Les démonstrations que j'ai faites sont visibles sur mon site web. Donc il y a une page de démo, vous allez retrouver. Si vous ne le trouvez pas, je reste bien sûr à l'écoute de vos demandes et je vous fournirai directement les liens. Et je pense que je vais mettre les liens directs des démos sur l'espace Learning Sphere pour pouvoir renseigner directement vos questions. Voilà, donc merci de votre participation en tout cas et au plaisir de vous retrouver pour toute idée et tout projet. Pareil, et puis ne ratez pas la conférence de la semaine prochaine que Benoît, que vous avez vu apparaître, je pense, sur l'écran, va vous présenter. À toi, Benoît. Alors juste, Benoît, avant que tu ne prennes la parole, il y a quelqu'un qui redemande par rapport à l'illettrisme, la structure, je ne sais plus si c'est toi, Marie, ou Dominique. Dominique, Dominique, est-ce que tu peux repréciser quel est exactement le groupe, le collectif Le collectif, c'est le CN2A. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans le réseau Learning Sphere qui est particulièrement bien placé pour répondre à cette question. C'est Jean van der Spelden. Donc, je vous conseille de trouver ses coordonnées dans le site du réseau, de le contacter directement pour avoir toutes les infos parce que c'est lui qui est vraiment le pilote pour ce genre de projet au sein du réseau. Voilà, donc Jean vient de mettre à destination de tous les participants sur le chat, l'adresse c'est www.cn2a.fr. Merci Jean. Merci à tous, je passe la parole à Benoît. Oui, en même temps je réagis parce que je vois qu'il y a eu beaucoup d'autres réponses et qu'on n'a pas pu toutes les prendre en compte. Donc on va essayer d'enregistrer les questions qui ont été posées et on les transmettra donc à Dominique et Marie et éventuellement ils pourront peut-être y répondre par la suite sur le site. Entre autres, il y a une personne qui a réagi aussi en disant en quoi, c'est Céline qui dit en quoi apprendre de ses erreurs serait-il anti-pédagogique. Nous en avons parlé, Benoît, nous en avons parlé. Tu as dormi quelques minutes, oui. Non, je crois qu'on a fait le tour des questions et que de toute façon, effectivement, on creusera plus de détails sur le site pour certaines questions.
D'accord. Donc, pour présenter la prochaine webconférence, il s'agit exceptionnellement d'un outil qui est un outil libre, open source, et qui s'appelle Moodle. Donc, c'est ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, qui permet donc de présenter des activités de e-learning et des ressources également. Et ça s'intitule Moodle, une plateforme modelable. C'est-à-dire on va voir comment, avant de rentrer dans le code, hein, c'est-à-dire on ne va pas du tout faire du technique, on va présenter Moodle pour un utilisateur lambda que nous sommes, vous et moi, pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc c'est ça le but de notre prochaine webconf de jeudi prochain. Merci Benoît. Et merci Yann pour l'animation de cette webconférence. On doit remercier Grégory Fauchy aussi, hein, qui est notre infographiste et qui nous a bien épaulé sur ce projet, donc qui n'est pas encore terminé, puisqu'on a la semaine prochaine la conférence de Benoît, et puis le 12 novembre, si je ne me trompe, la dernière conférence qui sera une conférence qui réunira tous les participants, tous les animateurs de toutes les conférences qui ont eu lieu, et on pourra débattre à nouveau de tous ces sujets qui sont bien intéressants. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et nous allons terminer cet enregistrement. Voilà, donc vous retrouverez l'enregistrement, et si jamais le son de l'enregistrement n'était pas bon, nous referons la conférence de manière à ce qu'elle soit tout à fait audible pour tout le monde. Et sur le site donc, de LearningSphere, vous retrouverez tous les documents, le diaporama aussi, hein, qui accompagnait cette présentation. Voilà. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.